Bonjour à tous et toutes. Un amphi plein, c'est toujours extrêmement plaisant. On se dit que le sujet rassemble et la façon dont on va traiter le sujet, en tout cas, vous intéresse. Donc, Edmère Gémonton, je suis présidente de l'association Coopérer pour notre lycée qui organise cette conférence aujourd'hui, qui a le plaisir d'accueillir Sébastien Chaplon. Je vais vous dire un mot. Petit propos introductif avant de commencer la conférence. Et puis, il y aura un temps d'échange et ensuite un pot. Donc, on pourra prolonger les échanges sur les parvis pour pouvoir. Voilà, tous ces points informels sont extrêmement importants également pour l'association. Donc l'association Coopérer pour le lycée a le plaisir de vous accueillir cet après-midi dans cette amphi à disposition par le lycée Descartes et je remercie encore le proviseur du lycée qui nous accueille très volontiers. Et nous sommes également soutenus par la Fondation de France et la CASDEN. Et je me permets de rappeler très brièvement les objectifs de cette association que nous avons créée en direction à la fois des jeunes et des professionnels et du territoire. Alors, en direction des jeunes, il s'agit de créer un micro-lycée public pour des jeunes les plus en difficulté, les plus vulnérables dans notre système classique. Nous le voulons, ce micro-lycée coopératif, citoyen, émancipateur, un lycée exigeant dans sa pédagogie au profit de la transmission des savoirs pour un équilibre psychique retrouvé. Un lycée qui n'est pas un soin-études, je précise, mais qui prend soin. Être bien pour apprendre et apprendre pour être bien serait vraiment notre maxime, je le répète assez souvent. En direction des jeunes, c'est aussi déployer et expérimenter et essaimer les pratiques coopératives et les pratiques institutionnelles. C'est vraiment le champ théorique dans lequel nous inscrivons les pratiques institutionnelles, que ce soit dans les classes ou dans les groupes, y compris dans les groupes adultes. Lorsqu'on fait de la formation adulte, on peut expérimenter, on peut déployer la pédagogie institutionnelle. Et ça nous semble pertinent pour pouvoir renouer l'individuel au collectif et créer des collectifs sachant intégrer toutes les subjectivités. En direction des professionnels, donc c'est là où on est là aujourd'hui, c'est d'animer un pôle ressources qui est pensé comme un tiers-lieu éducatif, un espace tiers, un espace transitionnel, autour des pratiques institutionnelles nouveaux. Ce pôle ressources active le lien avec la recherche en sciences de l'éducation, en psychologie clinique, en psychopathologie, mais aussi en sociologie, en plusieurs domaines. Il met à disposition une bibliothèque, dans une bibliothèque de travail de plus de 500 titres, je ne sais plus où on en est. Et nous organisons des formations en pédagogie institutionnelle pour nos membres. Nous organisons également des colloques, des conférences, dont le but est de partager avec le plus grand nombre et sur le territoire une certaine manière de voir le monde et de penser les rapports entre les sujets. Nous aimerions un monde plus solidaire, plus pacifié. Je n'oserais pas dire qu'il s'agit d'un Rimbaud, mais disons que le travail ne manque pas aujourd'hui. En tout cas, c'est le sens de notre engagement ici, et je remercie tous les professionnels qui êtes là aujourd'hui, toutes les institutions que vous représentez. Il y a énormément de professionnels différents, qu'ils soient psychologues, inspecteurs, directeurs académiques, enseignants, infirmières, psychologues d'éducation nationale, chefs d'établissement, éducateurs, assez nombreux, j'en oublie évidemment. Donc aujourd'hui, nous recevons Sébastien Chaplon, que je remercie vraiment chaleureusement d'être venu de l'autre côté de l'Atlantique, donc de Guyane. Sébastien Chaplon est psychologue clinicien, maître de conférence à l'Université de Guyane. Et tu enseignes également, Sébastien, à l'UT Carrière Sociale. Et c'est le laboratoire, tu appartiens au laboratoire Minéa, Migration, Interculturalité, Éducation en Amazonie. Voilà, on a envie de voyager un peu aujourd'hui. Tu es auteur de nombreux articles et ouvrages qui traitent du rapport à l'autorité, la fonction du mensonge également, puisque ça a été ta thèse, l'objet de ta thèse, et nous attendons donc ton livre autour de cet écrit. Donc la fonction du mensonge dans l'économie psychique des familles et des adolescents. Un travail également sur le processus adolescent dans le contexte migratoire, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et la fonction symbolique des rites de passage à l'adolescence, qu'ils soient dans un contexte de culture créole, mais aussi dans toute autre culture, je dirais au niveau de par le monde.
Donc ton approche croise la psychologie clinique, mais également la psychosociologie et l'ouverture autour des approches plutôt liées à l'anthropologie par exemple. Voilà, c'est aussi toute la richesse d'avoir à la fois quelqu'un qui s'intéresse sur vraiment la psychologie clinique, l'aboutissement en fait du symptôme sur l'adolescent et de contextualiser le reste. Alors l'intérêt donc, oui, je l'ai écrit, pardon. L'intérêt c'est de remettre en perspective le symptôme adolescent dans sa perspective psychique et développementale, tout en interrogeant ce qu'il vient chercher, l'adolescent, dans la figure de l'adulte et dans les figures des institutions. Dans des effets de transfert, comment les équipes peuvent être mises en difficulté, que ce soit à l'école ou dans les lieux d'accueil de tous ces adolescents, mises en difficulté dans le jeu de miroir imbriqué des différentes sphères sociales de l'adolescent. Tu reprends également ce que Freud énonce, la psychologie individuelle est aussi d'emblée et simultanément une psychologie sociale. Quand même assez important de le rappeler, ça date de 1921, pour ceux qui trouveraient que c'est un peu dépassé ou démodé. Donc voilà, l'individu est quand même aux prises avec le social, et ça c'est vraiment ce champ-là qui nous intéresse. Ce croisement ne pouvait que nous intéresser pour comprendre le sujet, aux prises avec le social, et inversement, le social aux prises avec certains individus isolés. C'est sur ce terreau que tu viens interroger les effets des histoires toujours singulières des parcours migratoires sur les enfants et les adolescents et leurs familles. Aujourd'hui, une conférence intitulée « Rupture invisible », repère pour accueillir les adolescents et les familles en situation de migration, puisqu'il est de notre devoir, que ce soit dans le champ social, que ce soit dans le champ éducatif ou dans le champ clinique et thérapeutique, d'accompagner ces jeunes au mieux, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à nous, ils ont réussi à arriver jusqu'à nous, contraints, forcés, probablement. En tout cas, ils sont là et charge à nous de les accueillir comme il convient, en comprenant aussi ce qu'ils nous adressent. Donc merci à Sébastien de nous éclairer. C'est la deuxième fois que tu viens à Tours, puisque tu étais venu une première fois pour un colloque autour de la pensée de François Marty, à l'occasion de la parution d'un très bel ouvrage qui s'appelait « Devenir humain et la banalité humaine ». Voilà, des très beaux recueils. Et donc, Sébastien était arrivé dans un contexte de crise. De grève. Voilà, c'était le seul à être arrivé de Guyane, et tous les autres conférenciers, on avait annulé la conférence, et tous les autres conférenciers de Paris n'étaient pas là. Donc voilà, Sébastien revient, lui, en son nom propre, et nous sommes absolument ravis de l'accueillir. Merci. Alors, merci beaucoup Anne-Virginie, merci de cette invitation, merci à tous les membres de l'association pour un lycée autrement. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde, mais je vous remercie de m'avoir accueilli parmi vous, de m'avoir invité aujourd'hui. Organiser une conférence, ce n'est pas facile, surtout quand le conférencier vient de Guyane. Ça rend les choses un peu plus compliquées, donc je suis d'autant plus heureux et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. J'étais venu effectivement une première fois, j'avais visité cet amphi, mais il était vide, vous n'étiez pas là. Merci à vous d'être là aujourd'hui, c'est beaucoup mieux quand il y a du public. Alors, j'espère que je ne vais pas vous... J'étais en train d'écouter Anne-Virginie qui parlait de mon intervention et du fait que j'avais bien mis en avant qu'on allait parler de la question de l'accompagnement et des solutions. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là 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 là, comment ça va se finir cette histoire? Et on va m'en vouloir parce que j'apporterai peut-être pas toutes les solutions que vous attendez. Je vais passer pas mal de temps à parler du processus migratoire en lui-même pour essayer de construire les outils intellectuels qui nous permettent de penser quelles conséquences la migration elle a sur le psychisme des individus et des membres de la famille. Ce sont les clés pour pouvoir comprendre ensuite comment on peut accompagner les familles quand
la migration a eu des conséquences sur les liens familiaux. C'est de ça dont je vais vous parler, mais vous m'excusez par avance, je vais être obligé d'être un peu didactique et au début de vous parler de théorie et des conséquences de la migration sur les adultes, pour vous parler ensuite de la migration sur leur situation de parents, sur les liens qu'ils entretiennent avec leurs enfants et notamment à l'adolescence, en sachant que ce dont je vais vous parler, ça se produit tout au long de la croissance de l'enfant, mais généralement les effets délétères de la situation dont je vais vous parler se révèlent vraiment au moment de l'adolescence, au moment où l'adolescent, tous les adolescents sont des sujets sociaux, deviennent des sujets sociaux un peu plus que des sujets familiaux, et au moment où la société prend plus de place, au moment où la question de l'individualisation arrive, ben c'est souvent là que ça explose, mais c'était une situation qui était déjà présente. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais de quelle situation il nous parle? Et c'est de ça que je veux venir, c'est de la manière dont la migration, elle vient complexifier les liens familiaux avec des situations, alors je vous en parlerai tout à la fin, avec des situations dans lesquelles des parents sont amenés à rejeter leurs enfants. Alors rejeter leurs enfants, ça peut être demander un placement de l'adolescent à l'aide sociale à l'enfance. J'ai cru comprendre aujourd'hui qu'il y avait des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, notamment de la sauvegarde de l'enfance. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'aide sociale à l'enfance de la Guyane et je continue aujourd'hui de travailler avec des équipes en charge de la protection des mineurs. C'est aujourd'hui mon travail qui se produit en Guyane. Ça, c'est quelque chose. Hier soir, on a eu l'occasion de parler de la Guyane. Tout le monde ne connaît peut-être pas la Guyane, ce bout d'Amérique, ce bout d'Europe en Amérique du Sud, qui est une terre d'interculturalité par excellence, puisqu'on y côtoie des Surinamais, des Haïtiens, des Brésiliens, quelques Péruviens, des Créoles, des Amérindiens, des Bushinangais, beaucoup de cultures différentes, dont beaucoup issues de la migration et à l'aide sociale à l'enfance. Moi, la migration, ça faisait pas partie de mes travaux de recherche, mais en travaillant à l'aide sociale à l'enfance de la Guyane, c'est une problématique qui m'a sauté au visage, puisque la plupart des enfants qui sont placés, la plupart des familles qui sont accompagnées sont d'origine étrangère. Et donc, il y a des situations très étonnantes, comme des enfants qui sont renvoyés de force dans le pays d'origine de leurs parents, pays qu'ils ne connaissent pas, je vous en reparlerai un peu plus à la fin, qui sont venus m'étonner, m'interroger, me questionner, et donc m'obliger à réfléchir aux conséquences de la migration sur ces familles en difficulté pour faire famille parfois. Alors pas toutes, heureusement, mais pour certaines, ça devient particulièrement difficile. Alors dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de la situation des adultes. Alors déjà, il faut prendre pour base le fait que la migration, même si elle est décidée, elle n'est jamais choisie. On ne migre pas, on ne quitte pas son pays et ses attaches par plaisir. Ça n'existe pas. On peut avoir la situation d'expatriés, comme moi d'ailleurs, qui ai quitté la France hexagonale il y a 18 ans pour aller m'installer en Guyane pour du travail, mais pour autant, j'ai pas perdu ma langue maternelle, j'ai perdu certains repères. Ça m'a aidé à comprendre ce qu'était la migration, puisque je me considère moi-même en Guyane comme étant un migrant, même si c'est un territoire français, la culture y est différente. Donc moi je suis on va dire un migrant de confort, mais la plupart des migrants migrent pour des raisons totalement inconfortables, voire traumatiques, des raisons économiques, des raisons de conflits sociaux. En ce moment en Haïti, il y a beaucoup de gens qui essayent de quitter
plus ou moins de chance le pays, et souvent qu'ils le quittent clandestinement parce qu'ils sont prêts à tout pour pouvoir sauver leur peau ou celle de leurs enfants. Il y a, pour des raisons climatiques, ça va être l'avenir de la migration. Maintenant, les migrants, ça sera beaucoup de migrants climatiques. Des raisons qui sont souvent traumatiques en elles-mêmes. Mais je vais faire abstraction aujourd'hui avec vous, dans les échanges qu'on aura, je vais faire abstraction des conséquences potentiellement traumatiques des raisons, des événements qui ont conduit les individus à quitter leur terre natale. Mais il ne faut pas négliger le fait que c'est souvent un effet ajouté. C'est-à-dire que la personne qui quitte Haïti parce qu'on a tué ses parents et parce qu'on a tué ses enfants, elle n'arrive pas indemne. Mais la migration en elle-même, même quand elle se fait de la manière la moins traumatique, elle a des conséquences sur le psychisme. Quitter ses frères, quitter ses sœurs, quitter ses parents, quitter l'endroit où sont enterrés ses aïeux, quitter sa langue maternelle, quitter des odeurs, quitter des sons, ça a des conséquences sur le psychisme. Mais des conséquences que le sujet connaît pas nécessairement. On a pour habitude de dire on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais dans le contexte de l'émigration, on ne sait pas forcément ce qu'on perd. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'individu qui a quitté sa terre natale a perdues, dont elle n'avait pas connaissance de l'importance pour son psychisme, pour son bien-être, pour son identité. Un auteur, un psychanalyste qui s'appelle José Blerrer a écrit un article en 1976 qui s'appelle « Psychanalyse du cadre psychanalytique », un article un peu difficile mais très intéressant, mais où il dit quelque chose d'essentiel. Il dit que les fils qui tissent invisiblement les relations humaines ne deviennent visibles que lorsqu'ils se cassent ou cessent d'exister. On pourrait prendre la métaphore de la santé. La santé, on n'a pas conscience de la santé, du fait d'être en bonne santé tant qu'on n'a pas rencontré la maladie. La maladie fait prendre conscience du fait de la santé. La vieillesse fait prendre conscience de l'importance de la jeunesse. Je m'en rends de plus en plus conscience. Et pour la migration, il va y avoir cet effet d'une perte qui va se révéler pêle-mêle au moment où le sujet va avoir quitté son chez-soi et va se confronter à un autre contexte socio-culturel. C'est là qu'il va se rendre compte de l'importance de certaines choses qu'il avait perdues, de ce que Marie-Rose Moreau appelle le contenant culturel. René Caès, lui, il a comparé dans un livre, d'ailleurs un ouvrage paru en 1998, c'est la migration au risque de l'identité, je crois que c'est ça l'ouvrage. Lui, il compare la migration à un arrachage du bébé au corps maternel, une forme de sevrage plus ou moins forcé. C'est-à-dire que la personne qui a quitté son chez-soi pour s'installer dans un nouveau pays, elle a perdu, en plus de sa langue, pas toujours la langue, mais souvent la langue, en plus de sa langue, de certaines habitudes, elle a aussi perdu une certaine façon de reconnaître les autres et de se sentir reconnu par les autres. C'est-à-dire que notre manière de nous identifier les uns les autres, c'est pas simplement à travers notre bonjour et notre façon de nous parler, c'est aussi à travers la manière de nous mouvoir. Un auteur comme Roger Bastide disait que les corps sont socialisés, c'est-à-dire que depuis qu'on est né, on nous apprend aussi une certaine manière de nous comporter physiquement, qui fait que, sans s'en rendre compte, on se comprend et on se reconnaît les uns les autres à travers certaines postures, certaines mimiques, une certaine prosodie des corps, qui fait qu'on se sent reconnu par les autres au-delà des mots.
Et que ça fait partie des habitudes que les personnes qui ont quitté leur pays vont perdre aussi et qui vont s'avérer assez déstabilisantes. Alors, pour prendre un exemple des effets déstabilisants du contexte migratoire, je vais me référer à un auteur qui s'appelle Régis Hérault, qui est psychiatre et qui a travaillé pendant, je crois, plus de 5 ans à l'ambassade d'Inde. Et en tant que psychiatre à l'ambassade d'Inde, il a eu affaire à des voyageurs français qui décompensaient, et parfois très gravement. Et ce n'étaient pas des migrants, c'était des voyageurs, des gens qui sont partis en vacances, et puis pendant leurs vacances, ils se sont sentis, ils ont été tellement décontenancés par le changement d'odeur, changement de saveur, changement de langue, qu'ils se sont mis à avoir des réflexes paranoïaques. C'est-à-dire que les gens perdaient les clés de leur hôtel, mais ils se demandaient qui avait volé les clés de l'hôtel qu'ils avaient perdu. Les gens se sentaient suivis dans la rue, se sentaient espionnés, se sentaient mis en danger. Et donc, ce que Régis Hérault, dans son livre Fous de l'Inde, paru en 2000, ce que Régis Hérault note, c'est que ces personnes, ces touristes français qu'ils rencontrent, tout de suite, à partir du moment où ils ont affaire à un psychiatre français, à quelqu'un qui parle leur langue, ça va mieux. Ils rentrent chez eux et tout s'arrange. Et donc, le simple fait de retrouver un lien avec leur contenant culturel d'origine, avec leur pays, avec leurs habitudes, ça les rassure et c'est une décompensation transitoire. Mais ça peut nous faire ce que peuvent vivre des voyageurs dans un milieu qui leur est inconnu, ça souligne aussi la difficulté que peuvent avoir des gens quand il s'agit de changer de pays et de changer dans une perspective définitive. Alors, pour celles et ceux, peut-être il y en a parmi vous qui ont connaissance de l'ouvrage de Stefan Zweig, Amok. Alors, c'est même plus un essai qu'un ouvrage. Et Stefan Zweig l'a écrit en 1916. Ce qu'il faut savoir, c'est que Stefan Zweig lui-même est parti vivre 6 mois en Inde. Et il nous parle d'un personnage qui est parti, un médecin qui est parti vivre en Inde, un expatrié, et qui est progressivement devenu totalement fou. Et on peut entendre, si on le lit avec une lecture un peu psychanalytique, on peut entendre que Stefan Zweig, qui correspondait beaucoup avec Freud, écrit là quelque chose de l'ordre de l'autobiographie romancée. C'est-à-dire qu'il parle de lui et sans doute du traumatisme, du choc qui a été pour lui la rencontre avec cette culture différente. Et dans Amok, qui est un livre redoutable, tellement il est bien écrit, on est à la place de ce personnage qui se met petit à petit à glisser et à chercher dans le regard des autres, qu'il appelle des jaunes, des choses qu'il ne trouve pas, à savoir être reconnu et être compris et la possibilité de comprendre ce qui se passe. Et on voit que petit à petit, à force de chercher dans le regard des autres des choses qu'il ne trouve pas, il devient fou. Le procédé narratif est absolument, à l'époque, maintenant c'est devenu moins original, mais à l'époque c'était tout à fait original. Il utilise un narrateur sur un navire qui conte son histoire à une autre personne qui l'écoute silencieusement. Donc, quelqu'un qui raconte son histoire à une autre personne qui de temps en temps le coupe pour lui poser quelques questions. Et là, je trouve que c'est une des meilleures restitutions qu'on puisse avoir de la perturbation que peut créer la migration pour le psychisme. Ce qui va particulièrement perturber le sujet, c'est un sentiment, ce que André Misnar, un psychanalyste, appelle un sentiment d'urgence identificatoire. Le besoin d'être reconnu et de se sentir reconnu par les autres.
c'est un besoin, j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus, qui est fondamentalement humain. On a tous besoin d'être reconnus et de se savoir reconnus. Mais il arrive qu'il y ait des contextes où on ne se sente plus reconnu, pour ce qu'on est. La personne qui migre, elle était peut-être médecin, elle était peut-être coiffeuse, elle était peut-être vétérinaire, mais à partir du moment où elle a quitté son pays, elle devient avant tout un étranger et une étrangère dans le regard des autres. Ce n'est pas forcément un regard malveillant, mais ses attributs premiers, elle les perd. Ça ne veut pas dire qu'elle les perd définitivement, mais temporairement, elle va peut-être être vue comme une personne réfugiée, une personne qui a besoin d'être aidée, une personne vulnérable. Mais elle ne sera plus docteur, elle ne sera plus infirmière ou infirmier, professeur. Ça va, pendant un moment, elle sera reconnue avant tout comme une personne étrangère, ce qui va amener ce sentiment d'urgence identificatoire. Il va falloir être à nouveau reconnu par les autres et reconnu pour ce qu'on estime être. Mais ce qu'on estime être, c'est toujours très dépendant de ce que les autres considèrent qu'on est. Et à ce moment-là, il va se produire de manière plus ou moins temporaire, un hiatus qui va faire que le sentiment d'identité du sujet va être troublé et qui va avoir, de manière assez paradoxale, besoin de retrouver chez lui une image stable de soi dans le regard des autres. Jean Bergeret écrivait que ceux dont on a tout à attendre sont aussi ceux dont on a tout à redouter. Et il écrivait ça à propos du rapport que le petit enfant entretient à ses parents et principalement à sa mère. La maman, à qui le petit enfant doit tout, quand il comprend qu'il lui doit tout, il y a un moment où il se met à en avoir peur. Il se met à en avoir peur. Pourquoi ? Parce que s'il lui doit tout et qu'il ne peut rien sans elle, ça veut dire que si elle décide de le lâcher, il sait qu'il va lui arriver des problèmes. Et donc, pendant un moment, le petit enfant, il va se mettre à avoir particulièrement peur des réactions que sa mère pourrait avoir parce qu'il sent qu'il lui doit tout. Le sentiment que les personnes en situation de migration... Alors, le sentiment que je vous décris, qu'on soit bien d'accord, c'est un sentiment qui va être la plupart du temps temporaire, qui peut être très intense, mais qui va être temporaire. Mais ce sentiment-là, il va être présent. Il y a un moment où les personnes, elles vont avoir besoin particulièrement des autres. Particulièrement besoin pour les travailleurs sociaux qui sont dans la salle, particulièrement besoin des travailleurs sociaux qui sont parfois les seules personnes non étrangères que les sujets migrants vont côtoyer. De manière la plus courante, le sentiment qui va habiter les adultes, c'est la nostalgie. Le sentiment de perte et la nostalgie. Une anthropologue qui s'appelle Josiane Le Gall s'est intéressée, alors c'est une anthropologue québécoise, elle s'est intéressée dans un premier temps à son travail, alors ça va peut-être parler à certains mais pas à tous, aux cartes de téléphone. Elle s'est intéressée aux dépenses en cartes de téléphone des sujets migrants, avec la question combien ils dépensaient-ils pour pouvoir rester en contact avec le pays perdu. Et dans un deuxième temps, 2005, elle s'est intéressée aux dépenses en call-phone. Alors ça, s'il y en a parmi vous qui ont investi dans des call-phones, ça a rapporté beaucoup d'argent pendant un temps, et puis ils ont tous fait faillite avec WhatsApp. Vous vous rappelez des call-phones ? Ces endroits où les pères, soit quand on partait à l'étranger, soit quand on était étranger, on venait pour utiliser un ordinateur, un téléphone pour appeler différents pays. Josiane Le Gall, quand elle s'intéresse au call-phone, elle se rend compte que les migrants au Québec passent un tiers, en 2005, quand les call-phones existaient encore, un tiers de leur budget en call-phone. Un tiers du budget
pour rester en contact avec les proches restés au pays. Donc ça vient souligner à quel point le besoin de rester en contact avec ses proches, mais aussi avec des choses, avec des habitudes, avec des choses connues, va être important. C'est ce qui va, quand je vous dis que la nostalgie va être ce qui va caractériser le sentiment, le vécu des adultes, ça, je trouve que ça le souligne. Mais de manière générale, Abdelmalek Sayad parle, ce qui est un sociologue, il dit que malgré la conscience claire d'une installation durable, beaucoup de parents, là il parle des parents, vont conserver l'illusion d'une situation provisoire. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils sachent que leur situation dans le pays dans lequel ils sont installés, elle est partie pour durer, ils vont conserver l'illusion d'un retour au pays. Avant de venir vous rejoindre, j'ai quitté la Guyane et je suis passé amener des souvenirs de Guyane pour le père d'un ami. Et ce monsieur-là, il est maçon. Et il me parlait, je lui parlais un peu de ce que j'allais vous dire aujourd'hui, même si j'en avais pas une idée hyper claire à ce moment-là. Mais je lui parle de ce que j'allais vous dire et il me dit, mais oui, il me dit, moi, mes collègues de chantier, qui sont brésiliens, il y en a plein, ils vivent dans des cabanes en Guyane, mais au Brésil, ils sont des châteaux. Et il y en a 2 qui sont décédés, qui ne sont jamais allés vivre dans leur château. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'idée du retour au pays est tellement forte que finalement, ils n'arrivent pas à s'installer confortablement dans le pays où ils vivent actuellement. Ils gardent l'illusion qu'un jour, ils retourneront au Brésil et ils sont prêts à sacrifier leur confort présent. Et aussi, parfois, d'une certaine façon, le lien avec leurs enfants. Je vous donne une autre anecdote. On était dans un colloque où on a traité de ces sujets-là et un très bon collègue qui est d'origine Hmong, laotienne, j'ai oublié de vous dire qu'en Guyane, il y avait aussi des Hmong, des Laotiens, répond à un des... Il y a un des intervenants qui a dit que la migration, il a dit tout le contraire de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, que la migration n'avait pas de conséquences en soi sur le psychisme, que ça ne changeait rien. Et donc, mon collègue Hmong, qui est sociolinguiste, lui, il lui répond, et il commence à lui répondre avec les tripes, en fait. Et il lui dit, mais si, moi, quand j'étais petit, toute mon enfance, j'ai vu mon père se préparer à partir, qui avait gardé visiblement une valise et qui avait toujours eu l'idée qu'un jour, il rentrerait au Laos. Et mon collègue se met à pleurer. Parce que, mon collègue et mon ami, se met à pleurer parce que ça avait habité son enfance. Toute son enfance, il avait vu son père être prêt à partir, à retourner au Laos, alors que lui, enfant, lui, ses frères et sœurs, étaient français. Ils savaient pertinemment que leur vie était en France. Et là, je commence à entrer de manière un peu plus vive dans le sujet, en vous reparlant d'Abdelmalek Sayad, qui m'a beaucoup aidé à penser ce sujet, en distinguant symboliquement la situation des enfants et des parents. Pour Abdelmalek Sayad, les enfants sont des immigrants, alors que les parents sont des émigrants. C'est-à-dire que les parents, les adultes, eux, le plus dur pour eux, ça a été de quitter leur pays d'origine, de quitter leurs habitudes, de quitter leur langue, de quitter leur famille, de quitter une maison. Et une fois qu'ils ont fait ce trajet-là, c'est difficile de faire plus que d'essayer de retrouver dans le pays d'accueil des personnes et des choses qui leur rappellent ce qu'ils ont quitté. Ils vont chercher à faire communauté. Quand on quitte un pays, on va chercher des gens qui mangent, on va chercher à être en contact de gens qui mangent la même chose, qui ont les mêmes idées et qui nous comprennent.
Ça, c'est la situation des parents, qui sont donc pour cette raison des émigrants. Ils ont fait l'effort de partir, s'installer et s'intégrer. Alors s'intégrer, là j'utilise le terme dans le sens où il est utilisé par certains politiques, c'est compliqué. En Guyane, les gens, en Guyane, c'est des Laotiens, c'est des Mongs qui sont en charge de l'agriculture, en charge de manière informelle, mais c'est eux les agriculteurs. Mais quand vous allez sur le marché en Guyane, les Mongs, ben, ils ne parlent pas bien le français. Ils ont fait communauté et ils sont heureux comme ça. Les adultes, par contre, leurs enfants, eux, ils parlent extrêmement... c'est même pas ils parlent bien le français, ils sont français. Donc ils aident leurs parents, ils aident aussi leurs parents dans les interconnexions avec les clients. Les enfants, eux, sont des immigrants. C'est-à-dire que l'installation durable au pays d'accueil, c'est les enfants qui vont les enfants qui vont la faire. C'est eux qui vont se socialiser selon les normes du pays d'accueil. C'est eux qui vont en apprendre, en maîtriser parfaitement non seulement la langue, mais aussi les codes. Et donc, pour cette raison-là, il va y avoir des choses un peu complexes qui vont se passer dans les familles. Alors, en premier lieu, il peut y avoir pour les parents un sentiment d'indigence vis-à-vis de ce qu'ils ont à apporter aux enfants. C'est-à-dire que quand ils étaient chez eux, ils savaient ce qu'ils pouvaient apporter déjà, apprendre la langue, apprendre à parler, corriger. Quand un enfant fait des fautes en français, on a l'habitude de le corriger, de le reprendre. Lui apprendre aussi certaines manières de se comporter. Mais dans un pays qui n'est pas le leur, où ils peuvent se percevoir parfois très en décalage de ce qui est attendu et de la manière de se comporter, ben parfois ils vont avoir l'impression que ce qu'ils ont à apprendre à l'enfant, ça l'aide pas. Je me rappelle d'une maman qui me disait qu'elle n'osait même pas aller rencontrer les profs de son fils. Elle n'osait pas. Elle n'osait pas, parce qu'elle avait peur qu'on se moque d'elle, avec ce qu'elle appelait son mauvais français. Elle avait peur qu'on se moque d'elle, qu'on ne la comprenne pas. Mais au-delà de ça, elle avait peur que le fait de rencontrer ses profs, ça nuise à son enfant. Quand elle disait, je préfère vraiment le laisser faire ça. Je préfère ne pas m'en mêler. Alors bien sûr, c'était le contraire, et je l'ai invité à y aller. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être compliqué. Je me rappelle d'une autre maman qui voulait à tout prix, alors ça avait été très compliqué pour moi parce que je ne me sentais pas habilité à ça, mais elle voulait à tout prix que je l'accompagne au conseil de discipline de son fils. Et devant son insistance, j'ai fini par l'accompagner au conseil de discipline de son fils. Mais j'ai compris. Elle avait raison. Les gens ne s'adressaient pas à elle. Elle était là parce qu'il fallait y être, parce qu'elle avait été invitée, parce que c'était la règle, mais les gens s'adressaient, les professionnels s'adressaient très peu à elle. Et donc ça avait été un moment pour elle assez déshumanisant. Ça peut être une réalité qui n'est pas une réalité constante, qui dépend des situations, mais qui peut parfois être présent. Et en tout cas, l'idée même que ça puisse se produire fait que les adultes peuvent se sentir démunis en tant qu'adultes dans la nouvelle situation qui est la leur. Et en parallèle, les enfants vont parfois les aider à remplir certaines tâches administratives, remplir des documents. Tiens, maman, papa, on a reçu ça à la boîte aux lettres, je vous le lis. Les enfants vont parfois, et c'est souvent le cas des aînés, vont souvent avoir un rôle d'intermédiaire. C'est eux qui vont remplir certaines tâches. Alors ce qui est très utile et ce qui est parfois nécessaire pour les adultes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, mais ce qui crée une situation parfois de renversement générationnel. C'est-à-dire que c'est parfois, du coup, ça rend, pour les enfants, ça rend un peu les choses
difficile parce qu'ils ont du mal à se repérer en tant qu'adultes. Et parfois, dans la famille, les plus petits vont se demander est-ce que le plus grand, c'est ma grande sœur ou est-ce que c'est ma maman? Alors, pour se prémunir de ça, il y a certains parents qui utilisent des stratégies. Moi, je me rappelle d'un papa, à chaque fois, et là, c'était pas dans la clinique, c'était des amis. C'est pas à chaque fois, mais souvent, quand je venais chez eux, je le voyais avec un livre. Et puis, une fois, je regarde le livre en détail, et puis le livre était à l'envers. En fait, le monsieur savait pas lire. Mais pour pouvoir être sûr que ses enfants, eux, apprennent à lire, et pour pouvoir être sûr que ses enfants puissent s'appuyer sur lui comme référent, il prenait un livre, il y restait du temps, il ne savait pas forcément dans quel sens le prendre, mais il prenait un livre. C'était la stratégie qu'il avait trouvée, lui, pour essayer de ne pas perdre l'estime de ses enfants. Est-ce qu'il l'aurait perdu sinon? Je ne pense pas, mais en tout cas, ça peut être la crainte des parents dans cette situation-là, qu'un renversement générationnel puisse se produire. Et ça fait aussi partie de la crainte des enfants, de certains enfants, d'une certaine façon, c'est d'avoir plus de pouvoir, d'avoir plus de compétences que les parents. Mais le fait que les enfants sachent très bien se repérer dans la géographie, la géographie sociale, culturelle du pays d'accueil et pas les parents, ça peut créer de fortes tensions. Là, un exemple qui est gravé dans mon esprit, c'est celui d'une adolescente qui avait été placée à l'aide sociale à l'enfance de la Guyane, donc après avoir fui chez sa mamie. Pourquoi elle avait fui de chez sa mamie? Parce que sa mamie la battait. Mais sa mamie ne la battait pas tout le temps. Sa mamie l'a séquestrée relativement. Elle pouvait aller à l'école, mais tout était très timé. Elle avait 8 minutes pour rentrer de l'école et être chez sa mamie, et elle était totalement interdite de sortie. Elle n'avait pas le droit de sortir. La seule sortie à laquelle elle avait le droit, c'était l'église. L'église le dimanche. Mais à l'église le dimanche, quand à la fin de la messe, elle parlait à d'autres gens en français, sa mamie était persuadée qu'elle parlait d'elle. Et donc quand elle parlait à d'autres gens en français, vu que sa mamie ne comprenait pas, sa mamie était persuadée qu'elle disait des choses sur elle. Et donc quand elle rentrait à la maison, sa mamie la frappait. Parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce que disait sa petite fille, et n'arrivant pas à comprendre sa petite fille, elle était persuadée que sa petite fille disait du mal d'elle. Et donc la petite fille en question, au bout d'un moment, a fui cette situation. Mais le décalage qu'il va y avoir parfois, cette situation, elle illustre de manière brutale, mais elle illustre le décalage qu'il peut y avoir entre le vécu des parents et le vécu des enfants. Vécu des enfants qui sont adaptés à la société, qui ont internalisé, qui sont identifiés à la société, à ses mœurs, à sa manière de fonctionner, et les parents qui sont parfois très en décalage. Je me souviens d'un papa. Alors lui, il rencontrait le psychologue de l'aide sociale à l'enfance parce que sa fille, elle avait déclaré que son papa avait commis des actes d'attouchement sur elle. Il s'est avéré que c'était totalement faux. Ça fait partie, tout à l'heure, Anne-Virginie a présenté un peu mon travail. J'ai beaucoup travaillé sur le mensonge. Et peut-être, on en rediscutera à la fin, peut-être que parmi vous, certaines, vous avez eu affaire à la question des faux signalements de maltraitance. Des enfants qui vont déclarer quelque chose qui n'a pas eu réellement lieu et qui les amène à avoir un bon motif d'être placés à l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'était la raison pour laquelle sa fille était placée, c'est qu'elle avait déclaré des actes d'attouchement par son père, et ça s'est avéré, elle-même a avoué que c'était quelque chose de faux. Mais ce qui était vrai, c'est que chez elle, c'était devenu très 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 dur. C'était devenu très très dur parce que son père la laissait pas, elle non plus, son père la laissait pas du tout sortir.
Et ce qu'il expliquait, son père, c'est qu'il ne fallait pas qu'elle entre en contact avec des adolescents français. Parce que les adolescents français, c'est n'importe quoi. Que eux, tout était permis. Et que si elle se mettait à sortir avec des adolescents français, bah, elle allait faire n'importe quoi. Et ce qui m'expliquait, c'est que lui, sa situation, sa condition de migrant, de noir, parce qu'il était africain, elle n'était pas facile et qu'il fallait que sa fille l'y prépare. Il me regardait dans les yeux, il me disait, vous ne pouvez pas comprendre, mais moi je sais. Et donc elle, il va falloir que je la prépare et c'est pour ça que je suis aussi rigoureux. On peut dire que le monsieur, il était rigoureux, très très rigoureux. Parce que sa propre expérience migratoire, c'était une expérience extrêmement violente, extrêmement traumatisante. Il avait été, et c'était un prof de maths, mais qui avait eu toutes les peines du monde à être reconnu dans ses compétences, à être reconnu dans son identité, et il avait peur que sa fille ait autant de difficultés. Et c'était même pas qu'il avait peur, c'est qu'il était persuadé qu'elle aurait les mêmes difficultés. Et pour pouvoir l'en préserver, il la maintenait cadenassée à la maison. Bien sûr, à l'adolescence, ça a cassé. Et ça a cassé, elle a tenté de se libérer. On peut dire que d'une certaine façon, ça a marché, en faisant une fausse déclaration qui l'a conduit à être placé ailleurs et qui, quelque part, a obligé son père à se positionner aussi autrement et à expliquer pourquoi il était aussi rigoureux, rigide à sa fille. Mais quand ce papa disait qu'il avait peur qu'elle traîne avec des adolescents français, il parlait de quelque chose qui finalement trotte dans les esprits. C'est l'idée qu'il pourrait y avoir une forme de contamination. L'idée qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer, qui va dépasser les parents et se passer à l'insu des parents. Quelque chose qui transformerait l'enfant et en ferait une forme d'étranger. Tout à l'heure, je vous ai cité Bastide en vous disant que les corps étaient socialisés, que quelle que soit notre culture, on l'a en nous, sans même s'en rendre compte, elle est incorporée en nous, mais on la manifeste aussi à travers notre manière de se mouvoir, à travers notre manière de danser, à travers notre manière de saluer. Et c'est aussi ce qui va poser problème dans le lien parent-enfant, c'est-à-dire que les enfants vont à leur insu manifester une certaine appartenance à la culture de la société d'accueil. Et parfois, c'est cette même culture avec laquelle les parents seront en délicatesse au quotidien et qui fera que l'enfant, sans même s'en rendre compte, sera le messager de la violence que les parents vivent au quotidien. C'est-à-dire que l'enfant va internaliser sans s'en rendre compte à son corps défendant la culture du pays d'accueil, il va se différencier de la culture de ses parents et ça va faire violence. Je reprends un tout petit peu en arrière. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le travail de Pierra Olanier sur le contrat narcissique. Pierra Olanier, en 1975, elle écrit un ouvrage qui s'appelle « La violence de l'interprétation », dans lequel elle dit, entre autres, que les parents, l'enfant et l'enfant sont liés par avance par une forme de contrat, plus ou moins conscient, qui va donner un cadre à l'enfant, des attentes. Les parents vont avoir, avant même que l'enfant vienne au monde, ils vont avoir certaines attentes vis-à-vis de l'enfant. Et que l'enfant va devoir s'y plier. Il va devoir se conformer à ce qu'on espérait, à ce qu'on attendait qu'il soit. Ces attentes, elles peuvent être plus ou moins bonnes, plus ou moins pathologiques. La plupart du temps, elles sont plutôt bonnes, mais surtout, elles portent aussi sur des attentes sociales. Ce n'est pas simplement les parents qui ont des attentes vis-à-vis de l'enfant, c'est la société dans son ensemble qui vont attendre que l'enfant se comporte d'une certaine manière et ait certaines caractéristiques. Dans certaines sociétés, on attend
Par exemple, moi, quand je suis arrivé en Guyane, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'il y avait une communauté, la communauté guyanienne, c'est le Guyana, c'est la Guyane anglaise, où quand les mamans s'occupaient de leur bébé, c'était pas du tout comme les mamans françaises. C'était des massages extrêmement, des massages extrêmement physiques, extrêmement toniques. Et ça m'a beaucoup surpris. Et les attentes pour l'enfant sont d'avoir un enfant qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus tonique, et on caresse moins l'enfant. La notion de tendresse, elle est moins présente. Et ça ne veut pas dire que la notion d'amour n'est pas présente, mais la notion de tendresse, elle n'est pas présente de la même façon. Et quand un enfant va monter sur une chaise et tomber, ben, ça va faire partie de l'apprentissage. On va attendre de l'enfant qu'il soit plus dur au mal, comme dirait ma grand-mère. Et donc, ces enfants-là ne vont pas se comporter de la même façon que des enfants qui vont être élevés différemment. Quelque chose que j'ai découvert aussi en Guyane, alors moi je suis auvergnat d'origine. Quand j'étais petit et que je faisais une bêtise, on me regardait dans les yeux et on me disait « tu me regardes quand je te parle ». Peut-être que parmi vous, vous avez connu ça. « Tu me regardes quand je te parle. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu m'écoutes, regarde-moi dans les yeux ». C'était comme ça qu'on admonestait les enfants dans ma région. Et apparemment, c'est le cas aussi pour une partie d'entre vous. Du coup, arrivé en Guyane, quand je me suis retrouvé à avoir affaire à un enfant qui était en train de faire une bêtise, je lui ai dit de me regarder dans les yeux au moment où je le disputais, parce que c'était spontanément ma manière de faire pour être entendu et pour être sûr qu'il allait obéir. J'ai fait ça avec un enfant, et puis une fois que j'ai eu fini mon speech, l'enfant est parti, et puis j'ai une collègue éducatrice qui est venue me voir et qui m'a dit « Sébastien, il faut que je te parle ». Et là, elle m'explique que dans la Caraïbe, en général, la plupart des sociétés, il est totalement interdit aux enfants de regarder l'adulte dans les yeux quand l'adulte les dispute. Et que regarder l'adulte dans les yeux quand l'adulte les dispute, c'est vu comme un signe d'irrévérence. Et donc, en fait, elle est en train de m'expliquer qu'au moment où je faisais ça, j'étais en train d'avoir un message paradoxal. Je dis, respecte-moi, mais surtout ne me respecte pas. Donc, j'ai compris ça et je ne l'ai pas refait. Mais si cet enfant-là, il vient dans ma région, si lui et sa famille, ils migrent dans ma région et qu'il a affaire à un enseignant qui peut-être va le disputer, à ce moment-là, l'enfant va apprendre que pour respecter son enseignant, il faut le regarder dans les yeux. Et quand il va rentrer chez lui, peut-être, vu qu'il aura bien appris sa leçon et qu'il cherchera à être respectueux des adultes, peut-être qu'il va avoir le même réflexe et que quand son papa va le disputer, il va regarder son papa dans les yeux. Et son papa va peut-être se dire « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon enfant est un monstre ». Et mine de rien, là j'avais cet exemple sous la main, mais c'est souvent ce qui se passe. L'enfant va incorporer en lui des manières d'être qui seront satisfaisantes et valorisées dans la société d'accueil, mais sans que les parents se rendent compte qu'il est aussi, en se rendant aimable et acceptable pour la société d'accueil, parfois, il va devenir un enfant dérangeant aux yeux des siens ou anormal. Et ça, alors que tout se passe bien. C'est-à-dire que les parents, au moment où ils incitent leur enfant à bien apprendre à l'école, à devenir un bon élève, pour bien s'intégrer à la société, ce qu'est la plupart, beaucoup de parents, d'ailleurs, c'est vraiment très souvent le propos des parents haïtiens. On a une forte population haïtienne en Guyane et beaucoup d'adultes vont dire, parce que c'est le cas, que s'ils ont migré, c'est pour leurs enfants. C'est pour que en Haïti, il y a la situation actuelle, mais même avant ça, l'école, elle n'est pas accessible. Elle est payante et souvent, elle est loin. Beaucoup de parents n'ont pas pu aller à l'école. Et donc, leur but, c'est de pouvoir faire profiter aux enfants d'une école qui est gratuite et accessible.
Mais le problème, c'est que en même temps que l'enfant va progresser à l'école, et qu'ils vont lui demander de progresser à l'école, ils vont peut-être le mettre dans cette injonction paradoxale, en même temps qui le rend étranger à ses propres parents. En même temps que l'enfant va s'acculturer, il risque de se déculturer. Il y a Michel de Certeau qui se posait la question de savoir peut-on s'assimiler à une culture sans se désassimiler d'une autre. Je pense que c'est tout à fait possible, mais encore faut-il que ça se fasse en bonne entente. La difficulté étant que parfois, quand les parents sont eux-mêmes dans un contexte migratoire douloureux et perturbant et qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe et de ce qu'on attend de l'enfant dans la société dans laquelle ils vivent, ils ne vont pas se rendre compte que l'enfant est en train de changer dans le bon sens, au sens de la société, mais un sens qui leur est inconnu. Et donc, l'enfant, progressivement, peut leur devenir un étranger, sans qu'ils comprennent le plus douloureux, le plus violent, c'est sans qu'ils comprennent pourquoi. Abdelmalek Sayad parle de l'enfant comme parfois un véritable transfuge. C'est-à-dire que l'adaptation de l'enfant fait que les parents ne vont pas se sentir nécessairement à l'aise vis-à-vis de lui. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs au-delà de la question de la migration, ce qu'on peut retrouver parfois quand l'enfant gravit des échelons sociaux. Quand l'enfant va faire des grandes écoles et qu'il revient dans sa famille avec des grands mots. Et que dans sa famille, on lui dit « Oula, range ton vocabulaire compliqué », qui quelque part est vécu comme une agression. Mais là au moins, on sait quelque part, les adultes ont une certaine intuition de ce qui est en train de se passer, du changement qui s'opère chez l'enfant et qui le rend différent de ce qu'eux ils connaissent et de ce qu'eux ils attendent. Alors qu'en contexte migratoire, et surtout, là je le souligne, surtout quand le contexte migratoire est un contexte compliqué et douloureux pour les parents, ce que l'enfant va ramener à son insu à la maison va être encore plus violent pour les parents. Là, je vais vous donner un autre exemple clinique. Il s'agit de la situation d'une jeune fille qui avait 16 ans et qui visiblement était en grande souffrance puisque son éducatrice référente souhaitait ardemment que je la voie parce qu'elle se scarifiait et parce qu'apparemment elle était très mélancolique et son éducatrice avait peur qu'elle mette fin à ses jours. Donc je l'ai reçue. Cette jeune fille était une jeune fille très, très brillante qui s'exprimait dans un français très châtié, impeccable. Vraiment, on en oubliait même qu'elle était, qu'elle était d'origine haïtienne. Il n'y avait pas d'accent. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, j'ai oublié de vous en parler, la question de l'accent. Quand les enfants perdent l'accent, ils perdent aussi quelque chose qui les reliait à leurs parents. Là, pas d'accent. Elle parlait de sa souffrance, elle parlait de sa famille et de la violence qu'elle vivait dans sa famille et du rejet, du profond rejet qu'elle ressentait vis-à-vis de sa famille. Sa famille, elle avait été obligée de la fuir parce qu'elle sentait qu'au bout d'un moment, il allait se passer quelque chose de douloureux pour elle. Elle se sentait en danger. Le plus grand danger qu'elle ressentait, c'était celui d'être renvoyée de force au pays. C'était ce qui s'était passé pour son grand frère. Son grand frère, leur mère avait déchiré ses papiers d'identité et l'avait fait renvoyer clandestinement en Haïti. Et elle pensait que c'était ce qui allait se passer aussi pour elle. Et donc, c'est ce qui l'avait conduit à fuir sa famille et à demander l'aide, une prise en charge de la part d'aide sociale à l'enfance. Alors, le suivi avec cette jeune fille s'est déroulé cas un cas. Il y a des patients avec qui
Il y a des patients qui vont, sans doute, vous avez cette expérience-là, il y a des patients qui vont très mal et vous savez que ça, malheureusement, qu'ils vont tellement mal que ça ne va pas se passer forcément dans leur mieux-être, il n'ira pas forcément dans votre bureau. Ce ne sera pas forcément vous qui allez être la source de leur mieux-être. Elle venait, elle ne savait pas quoi dire. Elle répétait qu'elle ne savait pas quoi dire. Je lui gardais ma porte ouverte et j'essayais d'en savoir mieux. Mais j'ai mieux compris ce qui se passait un jour où j'étais dans la salle d'attente de mon bureau. On avait un lieu qu'on partageait avec les collègues et il y avait une salle d'attente et j'aimais bien rester dans cette salle d'attente déjà pour proposer des cafés aux parents et puis parce que ça me permettait de rencontrer les familles d'accueil, les parents. C'est ce que Paul Fustier a appelé un espace interstitiel, un lieu un peu plus confortable où les parents peuvent aussi venir solliciter le psy qui ne viendrait pas solliciter. Et là, un jour où j'étais là dans le couloir, il y a un monsieur qui vient vers moi et qui semble visiblement me demander que je lui traduise un papier. Alors, je ne comprenais pas tout. Et il insiste, il me donne un papier. Alors, je ne savais pas s'il fallait que je le regarde parce que c'était une ordonnance, il avait un rendez-vous chez le juge. Bon, je regarde. Le monsieur parlait pas un mot de français. Malheureusement, moi, je ne parlais pas un mot de créole haïtien. Et donc, on se retrouve un peu dans une impasse, mais je réussis à comprendre qu'il a rendez-vous cet après-midi chez le juge et je vois le nom de mon collègue, assistant social. Donc, je lui dis que mon collègue va arriver, que ça va bien se passer. Mais à ce moment-là, je ne vois pas... j'ai pas compris de qui il me parlait. Et puis soudain, je vois ma patiente qui arrive, juste derrière. Elle salue pas le monsieur, elle me salue pas un mot, le monsieur la salue pas. Et je vois qu'elle s'installe, sans rien dire. Et puis arrive mon collègue. Et je comprends que le monsieur, c'est son père. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le monsieur, le peu qu'il a réussi à me dire avant qu'elle arrive, c'est que sa fille était horrible. Et il m'a dit, il a réussi, le peu qu'il a réussi à me faire comprendre, c'est que sa fille était horrible et qu'il allait encore chez le juge à cause de sa fille qui était absolument horrible. Mais il y avait un décalage absolument phénoménal entre l'image, la représentation que j'avais de cette jeune fille, cette patiente, et l'image qu'il s'en était fait lui-même. Mais pour lui, cette jeune fille, elle était horrible. Et à ce moment-là, je n'avais pas les outils encore pour comprendre ce qui était en train de se passer. J'ai passé beaucoup de temps à vous faire le cheminement un peu de la personne qui est en train de migrer et de la famille, parce que maintenant, je peux vous dire, parce que j'en suis persuadé, que cette jeune fille, elle s'était intégrée, elle s'était identifiée à la société française, et que ça, c'était justement ce qui était insupportable pour son père. Elle était devenue trop étrangère aux attentes de cette famille. Le monsieur avait même rajouté que sa femme, que la communauté, tout le monde la trouvait bizarre. C'était pas bizarre le mot qu'il avait énoncé, c'était quelque chose d'encore plus violent. Mais elle était devenue totalement étrangère aux siens, en même temps qu'elle s'était adaptée à mes normes, aux normes françaises. Moi, je la trouve absolument charmante, adaptée. Elle s'était finalement totalement désadaptée, éloignée insensiblement de sa famille. Et donc, il y avait une coupure qui était irrémédiable. Là, cette jeune fille, elle n'est pas, il n'y a pas d'happy end. Elle n'est pas retournée vivre auprès de sa famille. Elle a construit une vie totalement indépendante du reste de sa famille. L'idée étant de savoir comment faire en sorte, là c'est arrivé trop tard, mais dans ce cas-là, comment faire en sorte que de telles situations ne se produisent pas, que de faire en sorte que cet écart, ce saut incroyable entre le monde de l'enfant et le monde des adultes ne se produise pas. Alors,
déjà, alors juste avant de vous parler, juste avant de rentrer dans quelque chose d'un peu plus, juste avant de questionner ça, tout à l'heure j'ai commencé de vous parler de son frère. Son frère, le frère de cette jeune fille qui avait été renvoyée de force, dans le pays de ses parents, Haïti. Ça, je ne sais pas, je le mets à la discussion pour tout à l'heure, les échanges. Ça, c'est une situation que dans la théorie, j'ai pas trouvé. C'est-à-dire, j'ai pas vu de travaux qui parlaient, j'ai pas vu de travaux qui parlaient de ça. Mais par contre, j'ai vu des situations. Il faudra que je prenne le temps d'écrire dessus un peu plus. Des situations dans lesquelles les parents vont, un moment, se sentir dépossédés de leur autorité vis-à-vis de l'enfant, avoir l'impression que l'enfant leur désobéit, avoir l'impression que l'enfant ne les respecte plus. Et pour cette raison-là, faute de trouver d'autres outils pour pouvoir recréer du lien et pour se sentir respectés par l'enfant, ils vont utiliser un ultime recours qui va consister à envoyer l'enfant vivre dans le pays où ils ont eux-mêmes grandi. Et renvoyer l'enfant de force au pays, la plupart du temps, alors les papiers ne sont pas toujours déchirés, les papiers sont souvent cachés, en tout cas les parents prennent possession de papiers, des documents administratifs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, c'est des documents administratifs qu'eux-mêmes n'ont pas. Que les parents, l'enfant a parfois, je me rappelle ça c'est une situation que j'ai revue par la suite, une mère qui me disait que son fils, il s'était moqué d'elle en lui disant que lui il avait les papiers et pas elle, mais résultat le fils il s'était retrouvé renvoyé au pays sans les papiers. Enfin, une accumulation, c'était pas simplement cette séquence qui avait créé ça, mais des enfants qui se retrouvent renvoyés dans un pays que pour la plupart ils ne connaissent pas. Mais le pays où ont grandi les parents. Les parents gardent en tête l'idée que cet enfant qui est mal élevé, mal éduqué, eh ben il pourrait l'être que dans le pays où eux-mêmes ont été éduqués. Et cette situation-là, elle est absolument abominable. Je suis allé, il se trouve qu'en 2016, je suis allé en Haïti, rencontrer des collègues, et je leur ai parlé de cette situation. Et une très bonne collègue qui me dit mais Sébastien, mais tu t'imagines pas, nous, des enfants haïtiens, enfin des enfants français, des enfants américains, il y en a plein les rues. En fait, c'est une situation qui est très connue en Haïti parce qu'il y a plein de petits Américains, de petits Français qui ont été renvoyés comme ça de force au pays et qui, une fois arrivés, généralement décompensent. Parce qu'ils arrivent, ils ont des baskets Nike, ils ne parlent pas un mot de créole haïtien, et ils ne connaissent pas du tout ce pays-là et ces mœurs-là. Souvent, c'est des enfants citadins qui sont envoyés à la campagne. Enfin, un décalage incroyable. Et qui fait que les enfants, ils se retrouvent extrêmement mal. Mais c'est la seule solution que les parents se trouvent à ce moment-là pour essayer de rétablir l'équilibre qu'ils ont senti perdu, pour rétablir une autorité, pour rétablir une éducation. Et donc, pour revenir à ce que je voulais vous dire, je pense que là-dessus, les professionnels, les intervenants ont un grand rôle à jouer. Le problème étant, c'est que souvent, il y a aussi un grand décalage entre les attentes des parents et les attentes des professionnels. Et parfois, quand je vous parlais auparavant de cette maman qui n'osait même pas franchir les murs de l'école, parfois les parents, c'est des parents qui vont aussi avoir une grande crainte des professionnels avec tout ce qu'ils représentent. Je me souviens d'un papa. Sa femme avait réussi à me faire suffisamment confiance pour entamer un travail avec moi, et elle avait voulu que le papa me rencontre.
Elle avait très très fortement insisté auprès du papa, mais quand le papa est arrivé vers moi, il n'arrêtait pas de me dire « Mais toi, tu es un gendarme. Allez, dis-moi, tu es un gendarme, tu es un gendarme. Tu notes ce que je te dis ?» Et le papa était terrifié. Il était persuadé que pour lui, je ne pouvais pas être un psychologue, je pouvais simplement être un agent de la PAF ou un gendarme. Et donc, il me voyait comme une menace. Il me voyait avant tout comme une menace. Et le problème, c'est que quand les sujets sont vulnérables, et ça c'est vrai dans toutes les situations d'accompagnement, plus les sujets sont vulnérables, et plus ils vont voir l'aide qu'on va leur offrir comme étant menaçante. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont rencontré des grandes désillusions avec des adolescents comme l'adolescent dont je vous parlais tout à l'heure, pour lesquels tout le monde va dire « cet adolescent est en grand danger, cette adolescente va très mal », et puis impossible de réussir à le faire entrer dans un bureau. C'est souvent ceux qui vont le plus mal qui vont dire je suis pas fou, j'ai pas besoin de ça, ou laissez-moi tranquille. Et là, je fais appel aux travaux. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Paul Fustier. Alors, si vous ne connaissez pas Paul Fustier, je vous invite très vivement à aller lire Paul Fustier, c'est absolument formidable. C'est une clinique de l'institution. Il a travaillé avec son premier livre qui était sa thèse de doctorat, ça remonte, hein. C'est l'identité de l'éducateur spécialisé. Et il a beaucoup travaillé avec des travailleurs sociaux. Et donc, lui, ce qui l'a passionné et ce qui est passionnant dans son travail, c'est la question du lien d'accompagnement. Comment construire, comment faire un lien et qu'est-ce qui fait un lien d'accompagnement de manière globale. Pas psychologue, c'est de manière globale, comment on construit un lien d'accompagnement. Et Paul Fustier, de ce côté-là, travaille beaucoup sur la question du don et du contre-don. On en parlait hier soir. Avec l'idée que ce qui fait parfois que le sujet va pouvoir, les sujets vulnérables vont pouvoir s'émanciper, ça va être la possibilité qu'on leur donne de donner. C'est-à-dire que ce qui va être vraiment la source d'une certaine forme d'émancipation subjective, c'est la capacité et le pouvoir de donner. Je vous le fais différemment. Je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui, suite à un accompagnement que vous avez prodigué, suite à, peut-être il y en a parmi vous qui sont enseignants ou enseignantes, suite à pendant une fête particulière, Noël ou l'anniversaire, il y a eu des parents qui vous ont, des parents ou des usagers qui vous ont fait un cadeau. Et parfois un cadeau embarrassant. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et peut-être que vous avez reçu ce cadeau en vous disant « mais non, j'ai fait que mon travail, je suis payé pour ça, ça suffit ». Mais ce cadeau-là, qui vous est adressé à vous, il est généralement pas fait pour vous. Ce cadeau, il a une valeur symbolique. C'est-à-dire que la personne qui vous fait le don, en même temps qu'elle fait le don, elle est en train de montrer qu'elle a le pouvoir de donner. Qu'elle a le pouvoir de donner quelque chose. Si le don, il vient d'une personne étrangère, entre guillemets, personne d'une autre culture, souvent ce cadeau-là, il va avoir une forte valence culturelle. Moi, quand j'étais petit, souvent, il y a des mamans qui ont amené le couscous à l'école. Et ce couscous-là, il a une très grande valeur. Pourquoi ? Parce que l'école, vis-à-vis des enfants étrangers, elle a un rôle encore plus fort que vis-à-vis des autres enfants. C'est-à-dire que c'est elle qui va apprendre, c'est à l'école que ces enfants-là vont pouvoir apprendre la langue du pays d'accueil, qui vont pouvoir écrire. C'est-à-dire que les parents, là, vont pas quelque part, les parents, là, ils laissent la mission à l'école. Mais ce n'est pas facile de laisser cette mission à l'école. Et donc, il va falloir aussi qu'ils puissent, tout à l'heure, je vous parlais d'un renversement, il va falloir aussi qu'ils puissent montrer qu'ils sont là.
Et donc faire un don, c'est aussi montrer qu'ils ont ce pouvoir du don. C'est-à-dire que le don, généralement, profite plus à celui qui le fait qu'à celui qui le reçoit. Il faut garder ça en tête. C'est pour vous donner un exemple, vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup à qui vous avez fait un cadeau. Peut-être que ce cadeau-là, vu que c'est une personne que vous aimez beaucoup, vous avez mis beaucoup de temps à le choisir, à décider du cadeau. Peut-être que c'est un vêtement. Et puis, une fois que vous avez fait ce cadeau, vous voyez que la personne, elle ne le porte pas, le parfum ou le vêtement. C'est vous qui êtes blessé. Parce qu'à travers ce cadeau, c'est quelque chose de vous que vous alliez trouver en elle. C'est quelque chose du lien. La personne qui accepte le cadeau, elle témoigne aussi de l'importance du lien. Là, je reviens sur la question du travail social, sur la question de l'accompagnement, la possibilité de recevoir quelque chose qui est donné par un usager vulnérable, c'est aussi la possibilité de lui témoigner qu'on est dans le lien avec elle. Il n'y a pas longtemps de ça, je travaillais avec une équipe de professionnels de la PJJ, et il y avait une professionnelle qui était absolument horrifiée, parce qu'il y avait une dame qui lui avait donné un repas qui était dans des conditions d'hygiène pas extraordinaires. Mais elle avait pris quand même. Et elle ne savait pas, ça l'embêtait, parce qu'elle se disait, si je le mange, je risque de mourir. Mais en tout cas, elle avait pris le cadeau parce qu'elle avait eu l'intuition qu'il ne fallait pas que ce cadeau lui échappe. Il fallait qu'elle montre qu'elle recevait. Et si elle avait peur, c'est qu'elle se disait il faudrait aussi que je le mange. Alors il y avait quelque chose qui l'empêchait, mais il y avait quelque chose en elle qui faisait qu'elle savait que c'était important qu'elle puisse tout au moins dire hypocritement la fois suivante c'était très bon. L'histoire ne dit pas si elle l'a mangé ou pas, j'ai tendance à penser que non, mais une chose est certaine, c'est que le fait d'accepter de recevoir, c'est déjà ce qui va permettre de créer un lien. Il va y avoir, quand vous avez la possibilité, quand vous avez affaire à des parents fragiles et que vous avez la possibilité de faire en sorte qu'ils vous donnent quelque chose, souvent c'est une possibilité qu'eux-mêmes vont esquisser, mais surtout ça fait partie des choses qu'il ne faut pas se priver de saisir. Après, ça se négocie institutionnellement, par exemple. Ça peut être, on sait tous que ça peut être compliqué, il faut pouvoir faire en sorte que ça ne soit pas de l'argent, mais quelque chose qui puisse être partagé avec des collègues, mais surtout ça fait partie des choses qu'il ne faut pas rater, parce qu'au moment où la personne, elle vous fait un don, qui n'est pas forcément un don matériel, hein, ça peut être réparer une porte, ça peut être vous proposer, si la personne elle était coiffeur ou coiffeuse, proposer une coupe pour vos enfants. Et à ce moment-là, peut-être que vous vous dites oui, mais là je mélange le personnel et le professionnel. Mais c'est justement ce que la personne recherche. C'est-à-dire, pour ce qui est de la psychanalyse, un auteur qui s'appelle André Green disait que la position du psychanalyste, je dirais la position du psychologue, elle est par essence dissymétrique. Le patient, le thérapeute. Mais de manière générale, les positions soignant-soigné, accompagnant-accompagné sont des positions dissymétriques qu'il faut accepter comme telles. Une personne vient pour recevoir de l'aide, pour être accompagnée, et une autre personne vient pour apporter de l'aide. Mais quand la personne est trop fragile, trop vulnérable, cette dissymétrie-là, elle a un caractère qui peut être vécu comme effrayant. Et la manière que l'usager aura de réduire la dissymétrie des positions, ça va être de pouvoir rechercher la place de simple humanité. Alors, Paul Fustier a parlé de don de simple humanité.
de trouver chez le professionnel quelque chose qui le ramène un peu plus à sa simple humanité. Ça peut être parfois la question « et vous, vous avez des enfants ?» Question que beaucoup d'entre vous avez déjà entendue. Et qu'est-ce que vous allez faire? La question de qui vous êtes au-delà du costume et de la stature professionnelle, qui vous êtes en tant que simple humain. Alors, il y a des moments où ce n'est pas du tout utile d'amener des choses personnelles, où c'est même contre-indiqué. Mais quand on a affaire à des sujets très vulnérables, ça va être une des conditions de la rencontre. Accepter un échange de simple humanité où, au-delà de la position professionnelle qui est une position par essence dissymétrique, on puisse se positionner dans sa simple humanité face à une personne reconnue comme un semblable ou une semblable. Et une fois que la personne se sent reconnue comme semblable par une personne qui se présente dans sa simple humanité, il y a quelque chose qui va pouvoir s'amorcer. Dans le cas contraire, la rencontre, elle risque d'être évitée ou fuie. En Guyane, il y a une expression qui dit « oui, pas gâtez-en mis ». C'est-à-dire dire oui, en disant oui, on évite les problèmes, on ne gâte pas les choses. Mais dans le travail social, dans le travail d'accompagnement, la pire des réponses, c'est le oui. Vous avez combien d'usagers quand vous leur dites de public, vous viendrez à ce rendez-vous? Oui, oui, monsieur, oui, madame. Et là, vous êtes d'accord, vous avez compris? Oui, oui. Et souvent, c'est les personnes les plus en difficulté, les plus vulnérables. Ils se sentent tellement en défaut par rapport à vous qu'ils n'osent même pas vous dire non, j'ai rien compris, non, je ne veux pas. Et ça, c'est la position la plus inconfortable, mais ils ne peuvent pas vous dire, tant qu'il n'y a pas eu un certain consensus sur les places respectives d'humains qui se rencontrent, ils ne peuvent pas faire autre chose que vous dire oui et fuir une rencontre qui est vécue comme potentiellement dangereuse ou avilissante. Et donc, il va y avoir des moments où l'usager va tester votre position. Généralement, ça se passe dans des moments et des temps qu'ils ont décidé. Il va y avoir quelque chose qui va faire qu'à un moment, il va y avoir un tournant. Je suis sûr que vous avez des expériences comme ça, où à un moment, il y a eu un tournant dans une prise en charge, un tournant dans une rencontre, et qui s'est fait par rapport à quelque chose qui fait que l'usager vous a obligé à remanier un peu votre position. Moi, quand je vous parlais tout à l'heure d'une maman qui m'avait amené à son conseil de discipline, mais cette dame, ça a été une longue expérience avec elle. Je lui donnais des rendez-vous. Alors, tous ses enfants étaient placés à l'aide sociale à l'enfance. C'était une horreur. Mais cette dame-là, je lui donnais du coup, elle avait plein de raisons de venir voir le psychologue. Et je lui proposais des rendez-vous. Je lui proposais des rendez-vous. À chaque fois, elle me disait « Oui, oui, monsieur ». Quand je la voyais, qu'elle venait voir une collègue, elle me disait « Oui, oui, monsieur, je viendrai ». Elle ne venait jamais. Mais quand je la voyais sur le marché, donc là, j'étais plus du tout un psychologue et elle n'était plus du tout une patiente. C'est elle qui venait vers moi. C'est « Monsieur Chaplon, vous savez quoi? Et ma fille, et mon fils, et ça c'est… » Et là, elle avait plein de choses à me dire. Mais ça pouvait pas se passer au moment où moi je l'avais décidé. Ça pouvait se passer que dans un moment qui était, pour le coup, un tiers-lieu. Un moment qui était un temps qui ne lui appartenait pas plus à elle qu'à moi et qui ne m'appartenait pas plus qu'à elle. Ce n'était pas mon bureau. C'était un espace qui nous réunissait, qui nous positionnait tous les deux en tant qu'égales personnes qui venaient faire le marché. Il va y avoir des moments comme ça où les patients, les usagers les plus fragiles vont se saisir pour qu'une rencontre ait quand même lieu. Et ça, je crois que ça vaut pour toutes les professions diverses qu'on représente ici. Bon, je ne serai pas plus long. Je vous remercie de votre patience, du coup. Merci. Je vais juste rebondir un peu, histoire de démarrer. Je crois qu'au tout début, voilà, simplement voilà, quelques échos. Ce qui m'a frappé, c'est cette notion finalement dans le processus migratoire et la rencontre avec l'autre,
étranger, on ne sait plus qui est l'étranger de l'autre à chaque fois, c'est cette notion de stade du miroir, c'est-à-dire que je me vois être vu par l'autre, toujours avoir conscience de cette notion-là, du stade du miroir, qui est valable dans toutes les situations, mais d'autant plus là, lorsque le sujet arrive dans face à un autre miroir, cette question de je me vois être vu par l'autre et comment l'autre me voit être vu. Voilà. Et voilà, quelque chose quand même qui se construit à ce niveau-là, qui est presque à reconstruire, parce que le stade du miroir, il est très archaïque, enfin très primaire, en tout cas chez l'enfant, et là, il y a quelque chose à reconstruire littéralement du stade du miroir dans le regard de l'autre, et pour être vu d'une certaine manière. On parle de reconnaissance, j'ai l'impression que c'est une reconstruction à chaque fois. Ce qui m'a traversé également, c'est la question de l'importance du travail avec les parents, ça on le sait, évidemment, mais d'autant plus pour être, est-ce que du coup le travail social, l'éducateur, le prof, etc., et là en fonction tierce, alors on ne sait pas bien à quelle place, à ce qu'on lui demande, à ce tiers, entre l'enfant et le parent, mais il y a quelque chose quand même d'une fonction tierce qui se pose là, ça peut être toi au marché, mais bon, il y a quelque chose en tout cas qui se joue, qui est à réfléchir. Je n'ai pas de choses toutes faites. Ce qui m'est venu également, c'est la question de l'inquiétante étrangeté, qui est plutôt quelque chose qui est en soi, de complexe à reconnaître en soi, le petit bout d'étrangeté en soi, et face à quelqu'un que l'on ne comprend pas, qui est dans la réalité étranger, il me semble que ça vient toucher de ce que l'inquiétante étrangeté est quelque chose d'inconscient en fait, qui n'est pas dans la réalité, mais quelque chose qui, du coup, cette rencontre-là avec quelque chose d'une étrangeté vient toucher quelque chose de beaucoup plus profond de cette inquiétante étrangeté que l'on a au fond de nous face à tout ce qui n'est pas compris en fait. Et j'ai bien aimé le marché parce que ça m'envoie à cette notion que moi j'ai appelée comme ça dans ma clinique personnelle, la clinique du seuil, oui. La clinique du pas de porte en fait, du pas de porte, du seuil, là où il se passe pendant une demi-heure ou 20 minutes où le jeune n'a rien à dire, il est buté avec sa capuche, etc. Et puis on va le raccompagner dans le couloir jusqu'à la salle de classe, et là c'est là qu'il se passe quelque chose en fait. Donc saisir tous ces interstices, ça vient aussi nous questionner en tant que je dirais éducateur au sens large, dans la fonction éducative que l'on peut avoir, qui est bien sûr partagée par tous, indépendamment de nos fonctions et de nos statuts, cette importance-là pour pouvoir rentrer en contact avec l'autre, à quel moment il est important, à quel moment on peut s'autoriser à se déloger d'une posture éducative auquel on va se cramponner du côté de l'autoritarisme des fois, une certaine, et comment on peut se cramponner des fois à des postures pour lesquels il faut parfois faire un pas de côté sans que ce soit pour autant une remise en cause de l'autorité et de la fonction. Bon, alors voilà, c'était plein de choses comme ça. Je pense que peut-être laisser la parole à la salle pour des échanges, des réactions à vif et dans le vivant des choses, et dans le vivant de nos pratiques. N'hésitez pas, le micro va circuler. Bonjour, je suis CPE en établissement scolaire. Maintenant, je suis dans un collège, mais j'ai beaucoup travaillé en lycée professionnel avec des enfants qui avaient eu des parcours migratoires parfois. Ce qui me paraissait le plus difficile à appréhender, c'était chez les plus jeunes des lycéens, le conflit de loyauté vis-à-vis des enfants vis-à-vis de leurs parents. Quand ils étaient en situation de se faire reprendre, parfois sur quelque chose un peu grave. J'ai le souvenir d'un enfant d'origine tchétchène. Alors, les Tchétchènes ont parfois des parcours très compliqués, ils sont rarement arrivés de Tchétchénie en France comme ça. Il y a eu parfois d'autres pays d'accueil, avec d'autres langues, des parcours un peu compliqués. Et cet enfant de dire, quand il se faisait prendre un peu la main dans le sac ou sur quelque chose d'un peu grave, chez moi on fait comme ça. Un enfant qui est né en France, territoire français, voilà. Chez moi on fait comme ça. Et quand on discutait avec la famille, il n'y avait pas forcément dans la famille l'idée qu'on règle ses comptes en frappant, voilà. Mais
il avait dans l'idée de faire correspondre ses agissements à une espèce d'imaginaire collectif. Voilà, si je dis que chez moi on règle ça comme ça, bah, peut-être que comme je suis d'origine tchétchène, on va se dire, bah oui c'est normal parce qu'il est d'origine tchétchène, donc s'il a cassé la gueule de son petit camarade, finalement c'est normal, parce qu'il nous dit que chez lui c'est comme ça qu'on fait. Donc l'idée du chez-moi, quand on n'est pas né, enfin voilà, l'idée de se réapproprier un chez-moi très très fort, qui correspond peut-être à rien du tout, y compris de ce qu'a pu vivre la famille ou de la façon dont ça se produisait dans la famille, mais de réinterroger ça en disant je me défausse de ma responsabilité en faisant appel à une espèce d'imaginaire collectif sur ce que peut être finalement un enfant tchétchène. Finalement, c'est peut-être une bretasse, donc je peux dire que chez moi, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma pratique professionnelle. Et finalement, on pouvait quand même en discuter avec les parents quand le niveau de langue était suffisamment fin pour aborder des nuances, parce que c'est ça aussi la question, hein, c'est comment on rentre en contact avec les familles. Il faut parfois des niveaux de finesse de la langue hein, pour aborder ce qui est intime. C'est pas toujours simple. Et moi, j'étais toujours très émue quand les parents expliquaient avec beaucoup de simplicité comment ils essayaient d'élever leurs enfants et comment, des fois, c'était pas si simple que ça. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la douceur qui peut s'installer avec les familles, même quand parfois il se passe quelque chose de grave avec leurs enfants. Et cette histoire de conflit de loyauté de départ est quelque chose de très, très délicat à manipuler parce qu'on ne sait pas forcément où va se nicher, cette compréhension des choses. Quoi. Merci beaucoup. En plus, la notion de conflit de loyauté, c'est vraiment bien que vous l'apportiez parce que ça fait partie des choses que j'ai omis d'apporter, alors que ça fait quand même partie de ce qui va caractériser le vécu de l'enfant. Souvent, il va y avoir l'idée d'un conflit de loyauté. Ce que je suis en train de devenir, l'individu que je suis en train de devenir finalement est en train de s'opposer aux attentes de ma famille et comment rester loyal vis-à-vis de ma famille tout en changeant. Et ça va souvent créer effectivement un conflit de loyauté à qui je suis attaché. Souvent, l'enfant, il va percevoir intuitivement qu'il y a une attente conflictuelle entre ce que la société attend qu'il devienne et ce que ses parents attendent qu'il devienne. Et parfois, les enfants vont se sentir en devoir de choisir, et parfois, ils vont saboter, littéralement saboter une ou l'autre de leurs possibilités d'identification. La maman dont je vous parlais tout à l'heure, la maman du marché, son fils qui était en conseil de discipline, il s'est retrouvé en conseil de discipline, ce n'était pas la première fois, hein, mais c'était un enfant extrêmement intelligent, extrêmement brillant, mais à chaque fois que tout semblait aller bien à l'école et tout semblait s'arranger, il faisait un truc de fou. Et la fois où elle voulait que je vienne en conseil de discipline, l'enfant s'était mis au milieu de la cour de récréation à balancer des pétards dans tous les sens sur les enfants. Enfin, l'enfant, le collégien. Et on peut dire, et il y a des situations comme ça, vous en avez peut-être à l'esprit, moi j'en ai beaucoup qui me viennent, où il y a des enfants pour qui ça semble où ça pourrait rouler, et où ils vont saboter totalement leur inscription à l'école. On pourrait penser que dans certains cas, le port ostentatoire de signes d'appartenance religieuse peut être aussi une manière de saboter. Il y a des jeunes filles qui vont rentrer dans un collège en sachant très bien qu'elles vont, en portant telle ou telle tenue, elles vont en être vidées. Là, je ne vous dis pas que ça appartient à la majorité, mais ça peut être aussi ça peut éviter d'avoir à faire un choix.
Ça peut éviter d'avoir à se sentir désolidarisé de sa famille. Peut-être que... Alors, je ne sais pas, cet enfant, ce qui s'est passé pour lui, mais parfois, il y a des enfants qui vont aussi essayer de venger quelque chose de ce qu'ils sentent menacés dans l'image parentale en agressant d'autres enfants. Question là aussi du côté de ce que dit l'enfant qui ne peut être dit par l'adulte. Et non pas uniquement tout le temps du côté de la contre-identification, mais du côté justement du trait identificatoire, parce que là il peut y avoir, je pense, un trait identificatoire qui soit fantasmé ou réel, mais il peut être aussi réel, ce trait identificatoire, pour tenir un petit peu tous les bouts de l'identité, parce que l'identité c'est comment être le même avec soi-même dans une permanence du temps aussi. Donc l'identité familiale se construit aussi avec une identité, il me semble, du pays d'origine. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a à la fois ce renversement générationnel et en même temps, peut-être, il y a même quelque chose d'une identité à conserver. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même toutes les configurations possibles dans ce que tu dis. Il va nous rester à peu près 5 minutes. Oui. En fait, nous accompagnons une famille. Alors, nous n'avons pas de famille qui connaît l'immigration. Mais en fait, on a une jeune fille dont la maman est personne des gens du voyage. Et votre intervention vraiment nous a beaucoup parlé, étant donné qu'en fait, on vit un peu cette même situation. On voit bien, par exemple, que cet enfant qui fait des études, ça se passe bien à l'école, en fait, n'est pas reconnu par sa maman et plutôt rejeté, éloigné, en fait. Et du coup, ça nous parle beaucoup, et pourtant, elle est bien en France. Mais voilà, donc votre intervention, vraiment, elle nous a beaucoup parlé. Voilà, donc merci beaucoup. Oui, du coup, moi, je profite à côté. En fait, on est une équipe mobile de Chinon pour les adolescents. Et moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous auriez fait pour cette jeune qui, en fait, s'est complètement désolidarisée, a priori, de sa famille, qui a dû faire un choix entre sa famille et partir. Et on est confronté, voilà, cette jeune se pose la même question à, en fait, si je veux vivre ma vie, il va falloir que je coupe court avec ma famille. Et moi, je ne sais pas comment l'aider sur ça. Et je ne sais pas si vous avez des conseils. Ouais. Alors, je peux vous dire ce que j'ai essayé de faire, mais c'était trop tard. J'ai essayé de rencontrer le papa, mais le papa, il ne voulait pas du tout entendre parler de l'aide sociale à l'enfance, il voulait juste ne plus entendre parler de sa fille, c'était d'une violence inouïe. Mais ce que je voulais faire, c'est rencontrer le papa. Pour entendre ce papa parler de son expérience migratoire, de comment ça se passait avec ses autres enfants. Il avait commencé de m'en parler de manière extrêmement brutale, mais c'était ses mots à lui, hein, c'était son vécu, dans cette salle d'attente. Après, j'ai essayé de le revoir. Ça aurait été une solution, mais c'était trop tard et les choses étaient cassées. Mais un auteur qui se trouve être mon ancien directeur de recherche, mais qui est surtout un auteur sur l'adolescence, qui s'appelle François Marty, lui, ce qu'il préconise et ce qui fait vraiment une grande avancée dans la prise en charge des adolescents, c'est d'accompagner l'adolescent et ses parents. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que dans le processus pubertaire, dans les difficultés que l'adolescent traverse, il se retrouve souvent obligé d'externaliser sa propre violence interne sur son milieu familial, qui lui-même peut être en difficulté. Et que du coup, les parents ont à supporter dans le plein sens du terme leur adolescent, mais que parfois ça leur est difficile à eux-mêmes. Et donc du coup, c'est souvent très intéressant d'accompagner, d'inviter les parents à participer, mais pour pouvoir aussi les accompagner et les soutenir dans le processus d'adolescence. Et ça me semble particulièrement vrai dans les contextes tels que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui et sans doute tels que ceux-ci, quand il y a un sentiment d'étrangeté, d'incompréhension mutuelle, pour pouvoir aider les uns et les autres à mieux se comprendre et puis à retrouver ce qui les rend quand même similaires malgré les différences, à ce qui fait famille.
ben, je crois qu'il faut pouvoir les entendre ensemble, mais c'est souvent avant tout, vous voyez, au début, et c'est là que j'avais peur que vous vous sentiez trahi, mais il était question d'adolescence, et finalement, je vous ai peu parlé des adolescents. Je vous ai beaucoup parlé des parents, parce que je crois que souvent, l'adolescent fait que, et les difficultés qu'il rencontre, ça fait que réverbérer les difficultés que rencontre sa famille. Et là, peut-être que cette jeune fille qui fait son chemin, elle renvoie juste quelque chose d'insupportable à ses parents parce qu'elle leur renvoie quelque chose d'une société dans laquelle sa maman se retrouve pas. Donc peut-être pour pouvoir parler à sa maman des difficultés que elle vit, c'est déjà faire un pas pour qu'elle puisse accepter un peu plus ce qui rend sa fille si différente. Bonjour, moi je suis assistant social en centre parental, ici à Tours. On accueille donc parfois des MNA qui arrivent de pays étrangers, qui sont seuls sur le territoire français. Et il y a plein de choses que vous avez évoquées aujourd'hui qui nous réévoquent des situations soit connues actuellement, soit passées. Et on se posait la question en effet, de cette période tout de même adolescente, où là, les parents ne sont pas présents avec eux. Donc ce que vous évoquiez, là, des difficultés parentales, alors et certainement au pays encore, hein, mais de cette période de mouvance, de mouvement, avec aussi cette adaptation sur le sol français, et cette intégration dont vous avez parlé, et la fonction parentale qui nous intéresse nous, avec les attirances, en tout cas les volontés de préserver ce qu'elles ont de leur culture à elles, et ce que nous on leur demande, avec notre regard aussi penché sur les besoins de l'enfant, et notre regard, nous, de Français européens. Et les attentes du droit, évidemment, en termes de sécurité. Voilà, je voulais vous amener peut-être à parler un petit peu de ça, sur toute cette complexité de cette période adolescente. Voilà. Je pense que ce qui va être compliqué avec certains adolescents, avec certains jeunes adultes qui ont quitté un pays de manière solitaire, c'est que parfois dans leur attitude même, ils peuvent faire oublier qu'ils ont une famille et une histoire ailleurs. Parce que le fait même d'y repenser, c'est revivre la douleur. C'est revivre la douleur de la séparation. Mais je crois que ça fait partie aussi reconnaître, sans avoir à l'adolescent, les adolescents, et surtout les adolescents fragiles, on ne doit pas les forcer à parler de leur histoire. Mais par contre, qu'on reconnaisse qu'ils ont une histoire, et si c'est un enfant malien, savoir peut-être s'intéresser au Mali en général. Tiens, au Mali, on mange ça, ou sans avoir à interroger directement, et toi, ta famille, c'était comment, et ta maman, elle était comment, mais déjà montrer qu'on sait qu'il est malien, et qu'on sait qu'au Mali, il y a des choses qu'on mange, des choses qu'on ne mange pas, et que s'intéresser, rien que l'effort de s'intéresser au pays d'où il vient, et la culture d'où il vient, c'est déjà l'aider à pouvoir revendiquer cette appartenance et du coup pouvoir s'autoriser à faire vivre sa famille interne dans ce pays nouveau. Le plus gros risque, que courent les personnes vulnérables en situation de migration, c'est, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est ce que Alberto Heger il a appelé le faux self du migrant. C'est-à-dire essayer de s'adapter coûte que coûte au pays d'accueil, et quitte à dénier sa propre culture, sa propre origine et ses propres spécificités. Essayer d'être plus français que les Français.
mais avec finalement quelque chose qui s'est perdu en chemin, c'est qui je suis et d'où je viens. Et ça peut sembler très théorique ce que je dis, mais j'ai eu affaire, moi je me rappelle avoir eu affaire à des jeunes gens qui avaient carrément oublié, notamment je pense au cas d'une jeune fille qui avait oublié sa maman. Et elle était venue, elle avait migré avec son papa et une belle-mère, elle ne se souvenait plus de sa mère. Jusqu'à ce que ses parents réussissent à lui en reparler, mais il y avait eu un blackout. Et il va y avoir comme ça une suradaptation aux normes, aux attentes du pays d'accueil, parfois aux attentes supposées, pas aux attentes réelles du pays d'accueil, au détriment de l'histoire, de l'histoire familiale, de l'histoire culturelle. Quelque part, prenez ça comme une boutade, mais les Mexicains qui ont voté Trump, on peut se demander est-ce qu'ils vont pas un peu comme le poisson c'était Bruno Meurice qui faisait cette blague, mais un peu comme le poisson qui vote pour la personne qui va assécher le lac. Mais c'est aussi une forme d'ailleurs plus sérieusement, dans les discours de certains Mexicains qui expliquaient pourquoi ils allaient voter Trump, on pouvait entendre qu'il y avait une forme de déni de leur appartenance originelle. Et ça c'est d'une violence incroyable. Et les jeunes gens qui viennent seuls, les personnes qui viennent seules et qui n'ont plus autour d'elles d'autres personnes de la communauté pour porter de leur histoire, je crois qu'il faut les aider à retourner vers leur histoire et à l'intégrer dans leur présent, à ce que le passé puisse faire partie du présent. Ça, c'est un sacré travail, mais je crois que surtout, il ne faut pas les obliger à parler de leur famille, mais peut-être montrer qu'on s'est intéressé au pays d'où ils viennent. Il s'agit de passer par un objet culturel, par exemple, comme objet tiers, là aussi. Pas directement sur les choses sur lesquelles ça pourrait être aussi vécu de façon très très intrusive, alors qu'il s'agit d'attendre en fait le moment où ça sera possible pour eux d'en parler, ou peut-être jamais, et en fait supporter en tant que nous professionnels de ne pas savoir, de ne pas en savoir trop, pas plus en tout cas que lui qui ne sait pas forcément tout non plus. Nous allons clôturer ce temps d'échange. Merci Sébastien pour cette passionnant échange, passionnante conférence qui est, vous avez compris, enregistrée. Merci à toi d'être venu. Nous ferons probablement revenir autour d'un ouvrage en préparation autour des rites de passage à l'adolescence dans les sociétés, plusieurs sociétés d'ailleurs, avec quelques impondérables et quelques points universels dans le passage qui nous intéresse. Merci à toi et puis écoutez, merci à vous d'être venus à tous et merci. Prolonger.